Hello les amis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé sur ce canal. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi j'ai horreur de ces festivités de Noël. Je sais que je suis pas très fraternelle avec mes frères et sœurs humains. Je n'ai pas l'impression de vivre la même vie qu'eux et je vis la mienne et elle m'émeut. Mais voilà, parfois mon rêve ce serait de me réveiller un matin et d'être seule sur la terre. Je rajouterais quand même mes 3 enfants, mes 2 chiens, mes 2 chevaux et les loups. Voilà, moi ce serait mon rêve. Et puis tout le reste, toutes ces activités humaines, moi ça m'emmerde. Vraiment, je suis pas faite pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faites-moi part de vos sentiments et de vos idées à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous emmener en Mongolie. On va parler des loups, bien entendu, et du symbole du loup en Mongolie. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos oreilles, la nuit, deviennent vos yeux? C'est-à-dire que quand vous êtes dans la nuit noire, il n'y a que vos oreilles pour comprendre et pour vous guider, pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Où sont les animaux, s'il y a quelque chose d'anormal. Et le son devient capital, il vous dit tout. Eh bien, c'est exactement ce que je ressentais quand je sortais de ma tente la nuit et que j'entendais les loups qui hurlaient. En fait, mes oreilles m'indiquaient exactement à quelle distance ils se trouvaient. Et c'était vraiment impressionnant. La nuit était très très noire. À l'époque, je ne m'intéressais pas trop aux loups. Mais avec le recul, j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur le loup en Mongolie. Après être partie de Genève, étant passée par Istanbul, le Kyrgyzstan, ayant survolé la mer de l'Oural qui est complètement asséchée, c'est très impressionnant de voir ça depuis l'avion, parce qu'ils ont trop irrigué. Finalement, on atterrit, après des heures et des heures d'avion, on atterrit à Ulaanbaatar, la capitale. Et de là, nous prenons un avion pour Bayanulgi, il y a 3 heures à peu près. Et c'est dans ce village que les loups hurlaient toute la nuit et encerclaient le hameau, enfin le village. Et de là, nous avons pris un bus VV des années d'après-guerre que les Russes avaient acheté et revendu en Mongolie. Et on a fait à peu près 3 jours en bus pour arriver dans les montagnes de l'Altaï. De là, nous avons pris 4 chameaux pour porter le matériel. Et puis nous avions 4 Kazakhs avec nous. Et nous sommes partis en direction du glacier et des montagnes de l'Altaï, du plus haut sommet de Mongolie. Il nous a fallu encore 3 jours à cheval pour atteindre les sommets. Et là, nous n'avons pas pu passer le col tout de suite parce qu'en fait, la météo change très très vite. On peut passer dans une journée, on peut passer de la grêle à la neige, aux orages et au beau temps. Donc c'est assez éprouvant et en fait, nous faisons à peu près 8-9 heures d'équitation par jour au pas. Bien entendu. Ces petits chevaux sont extraordinaires, ils sont très très bas, on a vraiment l'impression d'être sur des doubles poneys. On peut presque freiner avec les talons, tellement on est bas. Mais ça en fait sont des petits chevaux qui sont très très résistants, ils peuvent monter dans des gravats, sur des pentes très très raides, et des pierriers et avoir le pied sûr. Et ils sont extrêmement endurants. Alors nous n'avons pas fait de galop, sauf 1 ou 2 fois. Pour ménager un petit peu nos montures. Ensuite, le matériel, généralement, moi je prenais des sangles avec moi depuis l'Europe parce que le matériel là-bas est quand même parfois en très très mauvais état et c'est dangereux. Les sangles peuvent lâcher et puis vous avez votre selle qui se retrouve sous le ventre du cheval. Ensuite, avec nous, il y avait un Kazakh qui avait une arme, un fusil. Et quand je lui ai demandé pourquoi c'était, il m'a dit que c'était pour les loups. Mais il m'a dit qu'il n'utilisait ça qu'en dernier recours, si vraiment il y avait une bonne raison et un danger réel. Parce que les loups sont vraiment sacrés en Mongolie et extrêmement respectés. Même si avec les éleveurs, c'est toujours un peu la même problématique. Ils ont quand même ce grand respect du loup. D'ailleurs, sur une de mes photos, vous voyez des petits rubans sur un pierrier, des rubans de couleur. Et en fait, ce sont des rubans chamaniques et le bleu est le protecteur du loup.
et chaque couleur a une signification. Je me suis retrouvée aussi à la frontière exacte entre la Chine, le Kazakhstan, la Russie et la Mongolie. C'était au sommet d'une montagne et très impressionnant. Nous avons aussi visité une vallée qui n'avait plus été habitée ou visitée depuis 30 ans. En fait, il y avait des cimetières parce que les Chinois avaient tué les Mongols et donc il y avait des tombes dans cette vallée. C'était extrêmement mystérieux et complètement intouché. On ne pouvait y accéder qu'à cheval, bien entendu. Vivre dans ces grandes steppes mongoles demande un vrai savoir-vivre et un système nerveux adapté, un goût particulier et surtout le goût de l'isolement. Pour bien vivre, il faut être capable d'y survivre soi-même en solitude. Il y a quand même un vrai risque physique en cas de chute ou autre problème. On est quand même très très loin de tout. Et grâce à lui, on apprend des choses sur soi. On enquête sur son petit moi. Et on se rend compte que l'aventure, c'est pas de rater son train de 18 heures pour entrer en stop. Et dans ces étendues devient aventure tout ce qui n'est pas dans la norme régulée. J'ai dans la tête des moments inoubliables, inouïs, insolites, disparates. Et dans cette promenade que la vie m'a donnée, j'ai vraiment eu la chance de faire pratiquement le tour du monde et d'avoir des moments de bonheur absolu. Et ces moments sont constitués de lumière, d'odeur, de température, d'images, de sons. Et une nuit, j'ai demandé si le Kazakh avait une bouteille, comment on appelle ça, une bouillotte, parce qu'il faisait très très froid la nuit, il faisait moins 30. Et en fait, on avait des matelas gonflables, mais le mien était troué. Donc je dormais pratiquement à même le sol. Et avec beaucoup de couches de vêtements superposés et toujours des matières naturelles. Mais je m'emmitouflais dans, 5 pulls, 5 leggings en laine ou en cachemire, des couvertures, des chapeaux. Donc cette nuit-là, le Kazakh me donne une bouillotte et je l'installe au fond de mon sac de couchage. Et après une demi-heure, en fait, je sentais énormément d'humidité dans mon sac et cette bouillotte était trouée. Donc il y a toute l'eau qui s'est déversée dans mon sac de couchage. Donc j'ai passé une nuit, comme vous pouvez l'imaginer, assez agréable. Aussi, quand une fois, toutes les 4 semaines, on croisait un être humain, qui logeait dans une yourte. En fait, il nous servait du lait de yak fermenté. Et donc, on avait toujours une bouteille d'alcool fort avec nous, une petite flasque, pour nettoyer les canons après avoir bu ça. Concernant l'eau potable, n'ayez confiance en personne là-bas et préparez votre eau vous-même avec 2 haches et un eau. Je préparais aussi une solution de réhydratation, car après de nombreuses heures de cheval, on se déshydratait vite. Donc j'avais appris ça en Afrique, on prend 1 litre d'eau et on rajoute 1 cuillère à soupe de sel et 1 cuillère à soupe de sucre. On me parle aussi souvent de cette notion de solitude qu'on retrouve particulièrement dans les steppes en Mongolie parce qu'il y a des étendues et des étendues sans être humain et pendant des semaines, sans croiser un être humain. Et donc on peut se sentir très seul, on est loin de tout, c'est-à-dire qu'on est à 3-4 jours de cheval d'un prochain village, on est à 3 heures, 4 heures ensuite en avion de la capitale et ensuite on est à plus de 24 heures de voyage pour rentrer en Europe. Donc c'est vrai que là, il y a des moments où on pourrait parler de solitude. Je trouve que quand on passe du temps seul, on se connaît bien. On est sans illusion sur soi-même. C'est très utile parce que quand on est sans illusion sur soi, on sait très vite à quoi on a affaire, à qui on a affaire, et quand on rencontre les autres, puisqu'on est sans illusion sur eux aussi la plupart du temps. Si les gens ont des illusions sur les autres, c'est qu'ils en ont sur eux. Quand on se connaît bien, on se trompe très peu. On sait tout de l'autre en face de soi très vite.
Et en fait, c'est un problème parce qu'on devine la vie des autres qui est souvent triste. On nous parle de types comme étant des gens merveilleux, sauf qu'on sait qu'ils sont bidons, cupides, sans intérêt et vulgaires. La plupart du temps, ils nous navrent, ils ne nous dégoûtent pas non plus, mais ils nous navrent, ils ne nous intéressent pas. J'avais pris une bouteille de sauterne et des confits de canard en Mongolie parce que la nourriture est assez spéciale. Et en fait, il y avait une femme kazakh qui cuisinait. Et donc, je lui ai donné ces confits de canard. Et puis, quand je suis entrée dans la petite cuisine, sous la tente, je les ai vus dans une eau verte, bouillonnante, un gros bouillon. On aurait dit le Gange par un mauvais jour. Aussi, je me rappelle de mes douches. Donc, il y avait une bassine d'eau froide et une bassine d'eau chaude qui était sur le feu. Et puis je me douchais, on appelle ça la douche pour les essentiels, donc elle est rapide. Donc on peut constater qu'il y a une coexistence respectueuse entre les loups et le peuple de Mongolie. J'aimerais encore rajouter que en fait, les chamans croient que le loup peut voyager entre les différents plans d'existence. Il peut voyager entre la terre, le monde des vivants, le ciel, le monde des esprits célestes, et le monde souterrain, le lieu des ancêtres. Et grâce à cette capacité, le loup est souvent invoqué pour faciliter la communication entre ces mondes. Je trouve que dans nos contrées, on devrait plus penser à tout ça et le respecter. Pour moi, c'est un animal sacré aussi. Personnellement, je trouve encore une fois que les animaux sont beaucoup plus nobles que les êtres humains. Et j'en parlais encore avec un ami ce matin. Il vaut mieux affronter un loup qu'un homme avide. C'est une expression, ce n'est pas la mienne. Ce qui me plaît aussi chez le loup, c'est qu'il ne retourne jamais sur ses pas. Les chamans en Mongolie estiment aussi que le loup peut apparaître comme un guide. Et il aide le chaman à trouver des réponses ou à récupérer des âmes perdues. Il y aurait pas mal à faire par ici. Je ne comprends pas qu'on ait peur du loup. D'abord, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Ils sont très fuyants, comme je l'ai souvent expliqué. Et puis, je trouve que la notion de danger, c'est fait pour les imbéciles. Tout est dangereux. Le principe de précaution est une obscénité biologique, puisque vivre en soi est dangereux. La preuve, on va mourir. Le loup en Mongolie est symbole de courage, de persévérance, d'endurance et d'indépendance. Et ce peuple respecte énormément cet animal. Et c'est un prédateur habile et un survivant dans un environnement difficile. Et il incarne également une connexion étroite avec la nature sauvage. Les éleveurs respectent les loups pour leur rôle dans l'écosystème parce qu'ils contrôlent les populations d'herbivores. Mais il y a aussi des conflits, mais malgré ça, il y a un profond respect. Et les Mongols croient que de tuer un loup sans raison suffisante peut attirer la malchance. Et les guerriers mongols de l'époque de Genghis Khan utilisaient souvent le loup comme symbole de leur puissance et de leur capacité à se regrouper en meute pour vaincre les ennemis. Et les chamans invoquent parfois l'esprit du loup lors de rituels pour protéger ou guider leur communauté. Pendant l'âge d'or de l'Empire mongol, sous Genghis Khan, le loup est devenu un symbole central du pouvoir militaire et stratégique des Mongols. Les armées étaient souvent comparées à des meutes de loups en raison de leur discipline, de leur coordination et de leur capacité à encercler et attaquer leurs ennemis avec une efficacité redoutable. Et cette analogie renforce l'idée que les Mongols étaient guidés par les qualités du loup. Et les guerriers portaient parfois des peaux ou des crânes de loup en guise de talisman pour symboliser leur connexion avec l'animal. Et il est très très souvent associé à la création du peuple mongol. Et il y a une légende célèbre qui raconte que les Mongols descendent d'un loup bleu céleste, le Burtechino, et d'une biche, symbolisant une union divine entre la force et la douceur.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Considérez le fait de vous inscrire, de mettre un like si vous avez apprécié le sujet. Et je vous retrouve avec joie dans 2 semaines. Ciao!